avec la lecture des petites filles modèles, que j'avais envie d'avancer. Et donc, je vais reprendre où j'en étais la dernière fois, c'est-à-dire j'en étais au chapitre 18. On en est à un petit peu plus de la moitié du roman, donc ça avance plutôt bien et puis on va continuer je pense pour, à peu près 1 heure ce soir. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans les chapitres précédents? Eh bien, la belle-mère de Sophie a gentiment demandé, à madame de Fleuverville et madame de Rosebourg si elles voulaient, héberger Sophie, pendant que, madame Fincini, donc l'horrible belle-mère de Sophie, partait en vacances en Italie, chose qu'elles ont acceptée et Sophie est extrêmement contente de vivre avec, Camille, Madeleine et Marguerite, donc ses amies à elle et de ne plus être sous le joug de sa belle-mère qui n'arrêtait pas ni de la battre, ni de la critiquer et clairement d'être méchante avec elle. Sophie est donc, vit, de la même manière que les autres petites filles et elle découvre aussi, et bien un petit peu, comment, la famille, des petites filles modèles fonctionne et notamment dans le chapitre précédent, elle a été punie. Elle devait, rester dans, le cabinet de pénitence, il me semble que ça s'appelait, heu, pour, parce que, elle avait désobéi, elle avait piqué une colère en plus, derrière. Mais, elle n'a pas été frappée et puis, elle a été punie. Elle devait faire sa punition, mais, elle n'a pas été, maltraitée. En tout cas, comme, elle l'a pu être avec sa belle-mère quand elle est, d'habitude avec sa belle-mère et donc elle apprend un petit peu, comment bien se comporter et aussi, comment, avoir des relations saines, avec des personnes qui vous considèrent comme quelqu'un d'important. Hello! Donc on va commencer, la lecture. Chapitre 18. Le rouge-gorge. Un mois après, Camille et Madeleine étaient assises sur un banc dans le jardin. Elles tressaient des paniers avec des joncs que Sophie et Marguerite cueillaient dans un fossé. Madeleine, Madeleine, cria Sophie en accourant. Je t'apporte un petit oiseau très joli. Je te le donne, c'est pour toi. Voyons, quel oiseau? Dit Camille en jetant ses joncs et s'élançant à la rencontre de Sophie. Un rouge-gorge, c'est Marguerite qui l'a vu, et c'est moi qui l'ai attrapé. Regarde comme il est déjà gentil. Il est charmant, pauvre petit. Il doit avoir bien peur. Et sa maman, elle se désole sans doute. Marguerite. Pas du tout. C'est elle qui l'a jeté hors du nid. J'entendais un petit bruit dans le buisson. Je regarde, et je vois ce pauvre petit oiseau se débattant contre sa maman qui voulait le jeter hors du nid. Elle lui a donné des coups de bec, et elle l'a précipité à terre. Le pauvre petit est tombé tout étourdi. Je n'osais pas le toucher. Sophie l'a pris en disant que ce serait pour toi, Madeleine. Oh, merci, Sophie. Portons-le vite à la maison pour lui donner à manger. Camille, vois comme mon petit oiseau est gentil. Quel joli petit ventre rouge. Camille. Il est charmant. Mettons-le dans un panier en attendant que nous ayons une cage. Les 4 petites filles laissèrent leurs joncs et coururent à la maison pour montrer leur rouge-gorge et demander un panier. Élisa. Élisa, c'est la bonne, il me semble. Tenez, mes petites, voici un panier. Mais il faut lui faire un petit lit. Oh non, il faut lui mettre de la mousse et un peu de laine par-dessus. Il aura ainsi un petit nid bien chaud. Marguerite. Si Madeleine le mettait à coucher avec elle, il aurait bien plus chaud encore. Mais je pourrais l'écraser en dormant. Non, non, il vaut mieux faire comme dit Élisa. Tu vas voir comme je l'arrangerai bien. Sophie. Oh, Madeleine, laisse-moi faire. Je sais très bien arranger des nids d'oiseaux. Palmyre en faisait souvent pour les petits qu'elle dénichait. Je veux bien. Qu'est-ce que tu vas mettre? Ne me regardez pas, vous verrez quand ce sera fini. Élisa, il me faut du coton et un petit linge. Élisa. Pourquoi faire du linge? Allez-vous lui mettre une chemise? Les enfants rirent tous. Mais non, Élisa, répond Sophie. Ce n'est pas pour l'habiller, vous allez voir. Donnez-moi seulement ce que je vous demande. Élisa donna une poignée de coton et du linge. Sophie prit le rouge-gorge, se mit dans un coin,
arrangea pendant 10 minutes le coton, le linge et l'oiseau, puis, se retournant triomphalement, elle s'écria: C'est fini! Les enfants, qui attendaient avec une grande impatience, s'élancèrent vers Sophie et cherchèrent vainement l'oiseau. Madeleine: Eh bien, où sont donc le rouge-gorge et son nid? Sophie: Mais les voici. Où cela? Dans le panier. Je ne vois qu'une boule de coton. C'est précisément cela. Madeleine: Mais où est l'oiseau? Sophie: Dans le coton, bien chaudement. Toutes trois poussèrent un cri. Toutes les mains se plongèrent à la fois dans le panier pour en retirer le pauvre oiseau, étouffé sans doute. Élisa accourut, déroula vivement le coton, le linge, et en retira le rouge-gorge qui semblait mort. Ses yeux étaient fermés, son bec entr'ouvert, ses ailes étendues. Il ne bougeait pas. Pauvre petit! S'écrièrent à la fois Élisa et les trois petites. Imbécile de Sophie! Ajouta Marguerite. Sophie était aussi étonnée que confuse. Je ne savais pas, je ne croyais pas, dit-elle en balbutiant. Aussi, pourquoi veux-tu toujours faire quand tu ne sais pas? Élisa. Chut, Marguerite, pas de colère. Vous voyez bien que Sophie est aussi peinée que vous de ce qu'elle a fait. Tâchons de ranimer le pauvre oiseau. Il n'est peut-être pas encore mort. Madeleine, tristement. Croyez-vous qu'il puisse revivre? Essayons toujours. Sophie, allez me chercher un peu de vin. Sophie se précipita pour faire la commission. Pendant son absence, Élisa entr'ouvrit le bec du petit oiseau et souffla doucement dedans. Quand Sophie eut apporté le vin et qu'elle lui en eut mis 2 gouttes dans le bec, l'oiseau fit un léger mouvement avec ses ailes. Il a bougé! Il a bougé! S'écrièrent ensemble les 4 petites. En effet, au bout de 5 minutes, le rouge-gorge était revenu à la vie. Il s'agitait, il déployait et repliait ses ailes. Il redevenait vif comme avant d'avoir été emmailloté. Marguerite d'un air moqueur. C'est Palmyre qui t'a appris ce moyen de soigner les oiseaux? Oui, c'est Palmyre. Elle les enveloppe tous comme cela. En a-t-elle élevé beaucoup? Sophie. Oh non, ils mouraient tous, nous ne comprenions pas pourquoi. Élisa. Comment? Vous ne compreniez pas que les oiseaux, n'ayant pas d'air, étouffaient dans les chiffons et le coton? Mais non, je croyais que les oiseaux n'avaient pas besoin de respirer. En voilà une bonne. Tous les oiseaux respirent et ont besoin d'air, mademoiselle, et ils étouffent quand ils n'en ont pas. Sophie d'un air confus. Je ne savais pas. Allons, laissez-moi cet oiseau. Ne vous en occupez plus. Je m'en charge et je vous l'élèverai, Madeleine. En effet, Élisa dirigea l'éducation du rouge-gorge. Madeleine partageait les soins qu'elle lui donnait. Elle l'aidait à changer la laine de son nid, à nettoyer sa cage, à faire d'une pâtée d'œufs, de pain et de lait, à faire une pâtée d'œufs, de pain et de lait. Le petit oiseau s'était attaché à elle. Elle l'avait nommé Mimi. Il venait quand elle l'appelait et se posait souvent sur son bras pendant qu'elle prenait ses leçons. Il finit par ne plus la quitter. La porte de sa cage restait toujours ouverte, et il y entrait pour manger et dormir. Le reste du temps, il volait dans les chambres. Quand la fenêtre était ouverte, il allait se percher sur les arbres voisins, mais il ne s'éloignait jamais beaucoup. Et lorsque Madeleine l'appelait Mimi, Mimi, il revenait à tire-d'aile, se posait sur sa tête ou sur son épaule et la becquetait comme pour l'embrasser. Le matin, Madeleine était souvent éveillée au petit jour par Mimi, qui, perchée sur son épaule, allongeait son cou et lui becquetait l'oreille ou les lèvres. Va-t'en, Mimi, lui disait-elle. Laisse-moi dormir. Mimi rentrait dans sa cage. Il restait quelques instants et, quand sa maîtresse s'était endormie, revenait se poser sur son épaule et se mettait à lui siffler dans l'oreille ses plus jolis airs. Tais-toi, Mimi, lui disait encore Madeleine. Tu m'ennuies. Mimi se taisait, tournait sa petite tête à droite et à gauche, puis, changeant de position, faisait un petit saut et se trouvait sur le nez de la pauvre Madeleine. Réveillée encore par les petites griffes aiguës de Mimi, petit lutin, disait-elle, en lui donnant une légère tape. Je t'enfermerai demain si tu m'ennuies encore. Mais Mimi recommençait toujours, et Madeleine ne l'enfermait pas. Qu'as-tu donc, Madeleine? Tu parais fatiguée ce soir, dit un jour madame de Fleurville à Madeleine, qui s'endormait. Oui, maman, j'ai envie de dormir, mes yeux se ferment malgré moi. Je parie que c'est à cause de Mimi. Madame de Rosebourg. Comment Mimi peut-il donner sommeil à Madeleine? Tu parles trop souvent sans réfléchir, Marguerite.
Pardon, maman. Vous allez voir que j'ai très bien réfléchi. Quand on a sommeil, c'est qu'on a envie de dormir. Oui, c'est positif. Et je vois que tu raisonnes au moins aussi bien que Mimi. Tout le monde rit. Attendez un peu, maman, pour vous moquer de moi. Je continue. Quand on a besoin de dormir, c'est qu'on a besoin de dormir. Tout le monde rit plus fort. Marguerite, sans se troubler, continue son raisonnement. Quand on a besoin de dormir, c'est qu'on n'a pas assez dormi. Quand on n'a pas assez dormi, c'est que quelque chose ou quelqu'un vous a empêché de dormir. Ce quelqu'un est Mimi, qui éveille Madeleine tous les matins au petit jour en lui becquetant la figure ou en lui gazouillant dans l'oreille, ou en se promenant sur son visage. C'est pourquoi Madeleine a sommeil, et le coupable est Mimi. Madame de Fleurville. Bravo, Marguerite. C'est très bien raisonné. Mais comment Mimi fait-il pour commettre tous ces méfaits? Madame, Madeleine ne veut pas que Mimi soit enfermée dans sa cage. Elle le gâte. Elle est beaucoup trop bonne pour lui, et c'est elle qui en souffre. Et c'est ce qui arrive toujours, ma petite Marguerite, quand on gâte les gens. Mais sérieusement, ma chère Madeleine, il ne faut pas laisser prendre à Mimi ses mauvaises habitudes. Tu es pâle depuis quelques jours. Tu tomberas malade à la longue. Je te conseille d'aller te coucher et de fermer ce soir la porte de la cage de Mimi. Tu la lui ouvriras quand tu seras levé. Deux petites secondes. Laissez-moi juste. Ok. Madeleine. Oui, maman, je vais me coucher, car je me sens réellement bien fatiguée, et j'enfermerai Mimi. Seulement j'ai peur que demain matin il ne crie comme un désespéré. Eh bien, laisse-le crier, il finira par s'y habituer. Madeleine embrassa sa maman, ses amis, madame de Rosebourg, et alla se coucher. Elle avait eu soin de pousser et de fixer la porte de la cage, et elle s'endormit immédiatement. Le lendemain, quand il fit jour, Mimi voulut aller tourmenter sa maîtresse comme d'habitude. Il fut étonné et irrité de trouver sa porte fermée. Il chercha longtemps à l'ouvrir avec son bec, mais, ne pouvant y réussir, il se fâcha. Il donna des coups de tête dans la porte et il se fit mal. Alors commença une suite de petits cris furieux, entremêlés de grands coups de bec dans son chevni et son millet, qu'il faisait voler dans sa cage et à travers les barreaux. Puis, il lançait l'eau de tous les côtés. Madeleine s'éveilla un instant à ces bruits qui indiquaient la colère de Mimi. Mais elle se rendormit immédiatement, et dormit jusqu'à ce que sa bonne vînt l'éveiller. Alors, elle s'empressa d'ouvrir à Mimi, qui s'élança hors de la cage avec humeur et donna 2 grands coups de bec dans la joue de Madeleine, comme pour se venger d'avoir été enfermée. Ah, petit méchant, s'écria Madeleine. Tu es en colère. Viens ici, Mimi. Viens tout de suite. Mimi n'obéissait mais Mimi n'obéissait pas. Il s'était perché sur un bâton de croisée, où il avait l'air de bouder. Mimi, obéissez, monsieur. Venez ici tout de suite. Mimi, pour toute réponse, se retourne et fait une ordure dans la main que lui tendait Madeleine. Petit sale, petit dégoûtant, petit méchant. Attends, attends, je t'attraperai, va. Élisa, viens, je t'en prie, m'aider à attraper Mimi et à le mettre en pénitence. Élisa, qui avait tout vu et qui riait de l'humeur de Mimi, prit un balai et poursuivit Mimi jusqu'à ce qu'il se réfugiât tout essoufflé dans sa cage. Aussitôt qu'il y fut entré, Madeleine ferma la porte et Mimi resta prisonnier, maussade et furieux. Ce ne fut qu'après 2 heures de prison que Sophie, Marguerite et Camille, auxquelles Madeleine et Élisa avaient raconté la méchanceté de Mimi, obtinrent sa grâce. Les 4 petites filles vinrent processionnellement ouvrir la cage. Mimi dédaigna de bouger. Allons, Mimi, dit Camille, sois bon garçon et ne boude plus. Viens nous dire bonjour, comme tu fais tous les matins. Monsieur Mimi avait encore de l'humeur. Il ne bougea pas. Dieu, qu'il est méchant s'écria Marguerite. Sophie. Hélas, il fait comme moi jadis. Il est fâché dans sa prison, comme je me suis fâchée dans la mienne, et il a cherché à tout briser, comme j'ai déchiré et brisé le livre, le papier et la plume. J'espère qu'il se repentira comme moi. Mimi, Mimi, viens demander pardon. Camille. Il ne veut pas venir? Eh bien, laissons-le tranquille. Quand il ne boudera plus, nous verrons à lui pardonner. On ouvrit les fenêtres. Quand Mimi aperçut les arbres et le ciel, il n'y tint pas. Il s'élança joyeux hors de sa cage et vola sur un des sapins les plus élevés du jardin.
Les enfants allèrent se promener de leur côté, laissant Mimi au bonheur de la liberté et à l'amertume du repentir. Quand elles revinrent au bout d'une heure, Mimi sautait et volait toujours d'arbre en arbre. Madeleine l'appela. Mimi, mon petit Mimi, il faut rentrer. Viens manger du pain. Quick, répondit Mimi en faisant aller sa petite tête d'un air moqueur. Voyons, Mimi, obéissez et rentrez tout de suite. Quick, répondit encore Mimi, et il s'envola dans le bois. Est-il méchant et rancunier dit Sophie. Il mérite vraiment une punition. Et il l'aura, dit Madeleine. Quand il rentrera, je l'enfermerai dans sa cage, et il y restera jusqu'à ce qu'il demande pardon. Comment veux-tu, dit Sophie, Comment veux-tu, dit Sophie, qu'un pauvre oiseau demande pardon? Je veux que, lorsque je mettrai ma main dans sa cage, il vienne se poser dessus gentiment, en la becquetant, et non pas en donnant de grands coups de bec comme il a fait ce matin. Oui, Madeleine, dit Camille, tu as raison. Il faut le traiter un peu sévèrement. Tu l'as trop gâté. Et les enfants se remirent à leur travail, reprirent leur jeu et firent leur repas, sans que Mimi reparût. À la fin de la journée, elles commencèrent à s'inquiéter de cette longue absence, et allèrent plusieurs fois le chercher et l'appeler dans le jardin et dans le bois. Mais Mimi ne répondait ni ne paraissait. Madeleine. Je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose à ce pauvre Mimi. Marguerite. Peut-être est-il perdu et ne retrouve-t-il pas son chemin? Camille. Oh non, c'est impossible. Les oiseaux ne peuvent pas se perdre. Ils voient si bien et de si loin qu'ils aperçoivent toujours leur maison. Sophie. Peut-être boude-t-il encore? S'il boude, il aura un bien mauvais caractère, et je serais bien aise qu'il passât la nuit dehors pour qu'il voie la différence qu'il y a entre une bonne cage chaude avec des grains et de l'eau et un bois humide sans rien manger ni à boire. Pauvre Mimi, comme il est bête d'être méchant. La nuit arriva, et les petites allèrent se coucher, sans que Mimi reparût. Elles en parlèrent souvent dans la soirée, se promettant bien d'aller le lendemain à sa recherche. Et il y gagnera de ne plus aller se promener dehors, dit Madeleine. Le lendemain, quand les enfants furent prêtes à sortir, madame de Rosebourg les emmena à la recherche de Mimi. Elles parcoururent tout le bois en appelant Mimi, Mimi. Elles revenaient tristes et inquiètes de leur inutile recherche lorsque Marguerite, qui marchait en avant, fit un bond et poussa un cri. Qu'est-ce? Demandèrent à la fois les trois petites. Regardez, regardez, dit Marguerite d'une voix terrifiée, en montrant du doigt un petit amas de plumes et à côté la tête très reconnaissable de l'infortunée Mimi. Mimi, Mimi, malheureux Mimi, s'écrièrent les enfants. Pauvre Mimi, mangée par un vautour ou par un émouchet. Madame de Rosebourg se baissa pour mieux examiner les plumes et la tête. C'étaient bien les restes de Mimi, qui périt ainsi misérablement, victime de son humeur. Les enfants ne dirent rien. Madeleine pleurait. Elles ramassèrent ce qui restait de Mimi pour l'enterrer et lui ériger un petit tombeau. Quand elles furent rentrées à la maison, madame de Rosebourg leur obtint facilement un congé pour enterrer Mimi. Elles creusèrent une fosse dans le petit jardin. Elles y descendirent les restes de Mimi, enveloppés de chiffons et de rubans. Et enfermés dans une petite boîte, elles mirent des fleurs dessus et dessous la boîte. Puis, elles remplirent de terre la fosse. Elles élevèrent ensuite, avec l'aide d'un maçon, quelques briques, formant un petit temple. Et elles attachèrent au-dessus une petite planche sur laquelle Camille, qui avait la plus belle écriture, écrivit Sigi Mimi, qui par sa grâce et sa gentillesse faisait le bonheur de sa maîtresse, jusqu'au jour où il périt victime d'un moment d'humeur. Sa fin fut cruelle, il fut dévoré par un vautour. Ses restes, retrouvés par sa maîtresse inconsolable, reposent ici. Fleurville, 1856, 20 août. Ainsi finit Mimi, à l'âge de 3 mois. Ah, c'est bonne ambiance. Je pense la morale de cette histoire bizarre, ça doit être il faut pas avoir des hauts d'humeur, sinon vous finirez mort dans une allée. Je sais pas. Bon, en espérant que le prochain chapitre soit un petit peu plus joyeux, c'est reparti.
Chapitre 19. L'illumination. Depuis 1 an que Sophie était à Fleurville, elle n'avait encore aucune nouvelle de sa belle-mère. Loin de s'en inquiéter, ce silence la laissait calme et tranquille. Être oubliée de sa belle-mère lui semblait l'état le plus désirable. Ouais, donc en fait, sa belle-mère, elle est partie pendant 1 an. C'est pas juste. Enfin, oui, après, c'est l'époque aussi où, quand les gens partaient en vacances, ils partaient pas pour 1 semaine ou deux, ils partaient pour plusieurs mois. Bon, là, ça fait 1 an, ça fait beaucoup, quoi. Surtout quand t'as un enfant à charge, mais bon, en même temps. Elle vivait heureuse chez ses amis. Chaque journée passée avec ses enfants modèles la rendait meilleure et développait en elle tous les bons sentiments que l'excessive sévérité de sa belle-mère avait comprimés et presque détruits. Madame de Fleurville et son amie Madame de Rosebourg étaient très bonnes, très tendres pour leurs enfants, mais sans les gâter. Constamment occupées du bonheur et du plaisir de leurs filles, elles n'oubliaient pas leur perfectionnement, et elles avaient su, tout en les rendant très heureuses, les rendre bonnes et toujours disposées à s'oublier pour se dévouer au bien-être des autres. L'exemple des mères n'avait pas été perdu pour leurs enfants, et Sophie en profitait comme les autres. Un jour, Madame de Fleurville entra chez Sophie. Elle tenait une lettre. Cher enfant, dit-elle, voici une lettre de ta belle-mère. Sophie saute de dessus sa chaise, rougit, puis pâlit. Elle retombe sur son siège, cache sa figure dans ses mains et retint avec peine ses larmes. Deuxième chapitre, bonne ambiance. Madame de Fleurville, qui avait interrompu sa phrase au mouvement de Sophie, voit son incitation et lui dit « Ma pauvre Sophie, tu crois sans doute que ta belle-mère va arriver et te reprendre. Rassure-toi, elle m'écrit au contraire que son absence doit se prolonger indéfiniment, qu'elle est à Naples où elle s'est remariée avec un comte Blagowski, et qu'une des conditions du mariage a été que tu n'habiterais plus chez elle. En conséquence, ta belle-mère me demande de te mettre dans une pension quelconque. » Sophie rougit encore et regarde Madame de Fleurville d'un air suppliant et effrayé. À moins, continue Madame de Fleurville en souriant, que je ne préfère garder près de moi un si mauvais garnement. Qu'en dis-tu, ma petite Sophie? Veux-tu aller en pension? Ou aimes-tu mieux rester avec nous, être ma fille et la sœur de tes amis? Chère, chère madame, dit Sophie, en se jetant dans ses bras et en l'embrassant tendrement. Gardez-moi près de vous. Continuez-moi votre affectueuse bonté. Permettez-moi de vous aimer comme une mère et de vous obéir, de vous respecter comme si j'étais vraiment votre fille et de m'appliquer à devenir digne de votre tendresse et de celle de mes amis. Madame de Fleurville la serrant contre son cœur. C'est donc convenu, chère petite. Tu resteras chez moi. Tu seras ma fille comme Camille, Madeleine et Marguerite. Je savais bien que tu nous préférerais à la meilleure et à la plus agréable pension de Paris. Chère madame, je vous remercie de m'avoir si bien deviné. Je crains seulement de vous causer une dépense considérable. Sois sans inquiétude là-dessus, cher enfant. Ton père a laissé une grande fortune qui est à toi et qui suffirait à la dépense 10 fois plus considérable que la tienne. Après avoir embrassé encore madame de Fleurville, Sophie courut chez ses amis pour leur annoncer cette grande nouvelle. Ce fut une joie générale. Elles se mirent à danser une ronde si bruyante, accompagnée de tels cris de joie, qu'Élisa accourut au bruit. Qu'y a-t-il, mon Dieu? Quoi, c'est une danse? Des cris de joie? Ah bien, une autre fois je ne serai pas si bête. Vous aurez beau crier, je resterai bien tranquillement chez moi. Mais a-t-on jamais vu des petites filles crier et se démener assis comme de petits démons? Marguerite, sautant toujours. Si tu savais, ma chère Élisa, si tu savais quel bonheur! Viens danser avec nous. Quel bonheur, quel bonheur! Mais pourquoi donc? Pourquoi? Pour qui faut-il que je me démène comme un lutin? M'expliquerez-vous enfin? Sophie reste avec nous pour toujours. Toujours. Madame Fitchny s'est mariée. Elle s'est mariée avec un comte Blagowski. Ils ne veulent plus de Sophie. Quel bonheur! Quel bonheur! Et à la ronde, les sauts, les cris recommencèrent de plus belle. Élisa s'était mise de la partie, et le tapage devint tel que, successivement, toute la maison vint savoir la cause de ce bruit sans pareil. Chacun s'en allait heureux de la bonne nouvelle, car tous aimaient Sophie et la plaignaient d'avoir une si méchante belle-mère. Enfin, les petites filles se lassèrent de danser. Toutes quatre tombèrent sur des chaises.
Élisa s'y laissa tomber comme elle. Mes enfants, dit-elle, vous savez bien que pour les vous savez bien que pour les grandes fêtes, on fait des illuminations. Faisons-en une ce soir, en l'honneur de Sophie. Camille. Comment cela? Il faudrait des lampions. Et nous allons en faire. Madeleine. Avec quoi? Comment? Avec des coquilles de noix et de noisettes, de la cire jaune et de la chandelle. Bravo, Élisa! Que d'esprit tu as! Viens que je t'embrasse. Et Marguerite se jeta sur Élisa pour l'embrasser. Camille, Madeleine, Sophie en firent autant, de sorte qu'Élisa, enlacée, étouffée, chercha à esquiver ses élans de reconnaissance. Elle voulut se sauver. Les 4 petites se pendirent auprès d'elle, et ce ne fut qu'après bien des courses qu'elle parvint à leur échapper. On l'entendit s'enfermer dans sa chambre. Impossible d'y entrer. La porte était solidement verrouillée. Élisa, Élisa, ouvre-nous, je t'en prie. Camille. Élisa, ma bonne Élisa, nous ne t'embrasserons plus que 150 fois. Madeleine. Élisa, excellente Élisa, ouvre, nous avons à te parler. Sophie. Élisa, Élisa, une petite ronde encore et c'est fini. C'est bon, c'est bon. Cassez-vous le nez à ma porte pendant que je casse autre chose. En effet, les enfants entendaient un bruit sec extraordinaire qui ne discontinuait pas. Crac, crac, crac. Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Dit tout bas Sophie. On dirait qu'elle fait frire des marrons qui éclatent. Attends, attends, je vais regarder par le trou de la serrure. Je ne vois rien. Elle est debout. Elle nous tourne le dos et elle paraît très occupée, très occupée. Mais je ne vois pas ce qu'elle fait. Camille, j'ai une idée. Sortons tout doucement. Faisons le tour par dehors et regardons par la fenêtre qui n'est pas bien haute. Comme elle ne s'y attend pas, elle n'aura pas le temps de se cacher. Sophie. C'est une bonne idée, mais pas de bruit. Allons toutes sur la pointe des pieds et pas un mot. En effet, elles se retirèrent tout doucement, sortirent, firent le tour de la maison sur la pointe des pieds et arrivèrent ainsi sous la fenêtre d'Élisa. Quoique cette fenêtre fût au rez-de-chaussée, elle était encore trop haute pour les petites filles. À un signe de Camille, elles s'élancèrent sur le treillage. On va boire un coup là. Hop là. À un signe de Camille, elles s'élancèrent sur le treillage qui garnissait les murs, et, en une seconde, leurs 4 têtes se trouvèrent à la hauteur de la fenêtre. Élisa poussa un cri et jeta promptement son tablier sur la commode, devant laquelle elle travaillait. Il était trop tard, les petites avaient vu. Des noix crièrent-elles toutes ensemble. Élisa casse des noix, c'est pour l'illumination de ce soir. Allons, voyons, puisque vous m'avez découverte, venez m'aider à préparer les lampions. Les enfants sautèrent à bas du treillage, refirent en courant, et cette fois pas sur la pointe des pieds, le tour de la maison, et se précipitèrent dans la chambre d'Élisa, dont la porte n'était plus fermée. Elles trouvèrent déjà une centaine de coquilles de noix, toutes prêtes à être remplies de cire ou de graisse. Chacune des petites tira son couteau, et elles se mirent à l'ouvrage avec un zèle si ardent qu'en moins d'une heure, elles préparèrent 200 lampions. Bon, dit Élisa. À présent, allons chercher un pot de graisse, une boîte de veilleuse, une casserole à bec et un réchaud. Elles coururent avec Élisa à la cuisine et à l'antichambre pour demander les objets nécessaires à leur illumination. En revenant chez Élisa, Camille prit avec une cuillère de la graisse qu'elle mit dans la casserole. Madeleine entassa du charbon dans le réchaud. Élisa alluma et souffla le feu. Sophie et Marguerite rangèrent les coquilles de noix sur la commode. Quand la graisse fut fondue, Élisa en remplit les coquilles et, pendant qu'elle était encore chaude et liquide, les enfants mirent une mèche de veilleuse dans chacun des petits lampions. Cette opération leur prit une bonne heure. Elles attendirent que la graisse fût bien refroidie et durcie, puis elles mirent tous les lampions dans 2 paniers. Allons, dit Élisa, voilà notre ouvrage terminé. Il ne nous reste plus qu'à placer ces petits lampions sur les croisées, sur les cheminées, sur les tables, et nous les allumerons après dîner, quand il fera nuit. Madame de Fleurville et madame de Rosebourg travaillaient dans le salon quand les enfants et Élisa entrèrent avec leurs paniers. Madame de Rosebourg. Qu'apportez-vous là, mes enfants? Camille. Des lampions, madame, pour célébrer ce soir par une illumination le mariage de madame Ficini et l'abandon qu'elle nous fait de Sophie.
Madame de Fleurville. Mais c'est très joli, tous ces petits lampions. Où les avez-vous eus? Madeleine. Nous les avons faits, maman. Elisa nous en a donné l'idée et nous a aidés à les faire. Madame de Fleurville et madame de Rosebourg trouvèrent l'idée très bonne. Elles aidèrent les enfants à placer les lampions. L'heure du dîner étant arrivée, Elisa emmena les petites filles pour les laver et les arranger. Le dîner leur parut bien long. Elles étaient impatientes de voir l'effet de leur illumination. Après dîner, il fallut encore attendre qu'il fît nuit. Elles firent une très petite promenade avec leur maman, jusqu'au moment où l'obscurité vint. Enfin, Marguerite s'écria qu'elle voyait une étoile, ce qui prouvait bien qu'il faisait assez sombre pour commencer leurs illuminations. Tout le monde rentra un peu en courant. Les mamans, comme les petites filles, se mirent à allumer les lampions. Quand tous furent allumés, les enfants se mirent au milieu du salon pour juger de l'effet. Tous ces cordons de lumière formaient un coup d'œil charmant. Les petites étaient enchantées. Elles battaient des mains, sautaient. Leurs mamans leur proposèrent une partie de cache-cache, qui fut acceptée avec des cris de joie. Élisa, madame de Fleurville et madame de Rosebourg jouèrent avec elles. On se cachait dans toutes les chambres, on courait dans les corridors, dans les escaliers, on trichait un peu, on riait beaucoup et l'on était heureux. Après 2 heures de course et de rire, il fallut pourtant finir cette bonne journée. Mais, avant de se coucher, les enfants eurent un petit souper de gâteaux, de crème, de fruits. Élisa fut invitée à souper avec les petites filles. Comme elle était fort modeste, elle s'en défendit un peu. Mais les enfants, qui voyaient dans ses yeux que toutes ces bonnes choses lui faisaient envie, l'entourèrent, la traînèrent vers la table, la firent asseoir et lui servirent de tout en telle quantité qu'elle déclara ne plus pouvoir avaler. Alors, les enfants firent un grand tas de gâteaux et de fruits, qu'elles enveloppèrent dans une immense feuille de papier, et la forcèrent à emporter le tout chez elles. Élisa les remercia, les embrassa et alla préparer leur coucher. Sophie, de son côté, remercia Camille, Madeleine et Marguerite de leur amitié et se retira le cœur rempli de reconnaissance et de bonheur.